Comment analyser l'état financier d'une entreprise et être certain de la valeur de son investissement. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire passer à la vitesse supérieure votre portefeuille bourse. Vous vous installez confortablement, vous prenez votre belle liste d'actions et vous vous préparez à choisir la meilleure d'entre elles, celle qui correspond le mieux à votre stratégie, qui vous fera gagner beaucoup d'argent et dont vous savez qu'elle a un bel avenir de croissance devant elle. Oui, mais comment la choisir ? Comment être certain de ne pas vous tromper ? Parce que, dans ce cas, vous allez voir baisser votre investissement et peut-être même perdre la totalité de votre argent. Sans parler des nuits d'insomnie liées au doute et à l'incertitude de votre choix. Eh bien, rassurez-vous, on va voir ça pas à pas avec une série de vidéos sur l'analyse quantitative d'un titre. Et on commence aujourd'hui avec les états, les rapports et les ratios financiers. Mais pas de panique, c'est plus simple que ce que vous croyez. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon alter ego narratif Le Cube... Alter ego narratif ? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Bonjour tout le monde ! Nous démarrons avec cet épisode la deuxième grande partie sur la méthode d'analyse complète d'une action boursière, commencée il y a quelque temps. D'ailleurs, vous trouverez en fiche et dans la description le lien vers la playlist correspondante. Sélectionner les actions à mettre dans son portefeuille est une étape très délicate pour tout investisseur, qu'il soit débutant ou confirmé. Bien sûr, vous pouvez vous contenter de suivre les conseils de votre youtubeur préféré qui vous promet des dividendes juteux, mais vous ne serez jamais sûr à 100% de sa compétence et donc de la pertinence de ses choix. Donc, si vous voulez obtenir une rentabilité supérieure à celle du boursicoteur moyen, le mieux est de faire les choses vous-même. Ne serait-ce que pour vérifier les propositions trouvées ici et là sur les internets. L'objectif de toute analyse est de réduire la part d'incertitude inhérente à l'achat d'un titre boursier, quel qu'il soit. En étudiant les fondamentaux de l'entreprise, on peut donc juger de son état de santé, voir comment elle se positionne par rapport à ses concurrents et même vis-à-vis de l'économie dans son ensemble. À partir de là, on peut décider plus sereinement si l'on investit ou au contraire si on restera à l'écart. De plus, parmi une liste de valeurs, on pourra porter en priorité son choix sur celles dont les fondamentaux sont les meilleurs. L'analyse qualitative, présentée dans les vidéos précédentes, proposait la première phase de cette approche. Elle permet d'avoir une vision claire de ce que fait l'entreprise, de la façon dont elle le fait, de comprendre le marché dans lequel elle évolue et les risques qui lui sont liés. De son côté, l'analyse quantitative va permettre de répondre à 3 questions fondamentales pour un investisseur. Est-ce que la santé financière de l'entreprise est bonne, car vous n'allez pas investir dans une entreprise au bord de la faillite ? Combien et comment va-t-elle me rapporter de l'argent ? Parce qu'on est quand même là pour ça. Et est-ce que je ne vais pas la payer trop cher ? Chaque réponse positive nous amène à la question suivante. Ainsi, si la santé financière d'une entreprise est très mauvaise, il n'est pas nécessaire d'étudier son titre pour savoir combien il va nous faire gagner. Mais pour répondre clairement à ces questions, il n'y a pas de secret, il faut étudier les données chiffrées de l'entreprise, c'est-à-dire faire appel à sa comptabilité. Et là, la plupart des gens vont fuir en disant « La comptabilité, très peu pour moi !» Ce qui serait dommage, car nous, on va expliquer tout ça de façon progressive et en se limitant uniquement à ce qui nous est utile. En commençant par la hiérarchie des documents comptables qui vont nous fournir les chiffres clés pour analyser une société, à savoir les états financiers, les rapports financiers et enfin les ratios financiers. Mais avant ça, commencez par vous abonner. Chaque semaine, vidéo après vidéo, vous apprendrez ainsi à investir étape par étape et faire grossir vos rendements. Avant toute chose, même si le terme d'état financier peut faire peur, nous n'allons pas nous mettre à faire de la comptabilité.
Avoir connaissance des différents documents comptables et leur hiérarchie permet surtout de voir où chercher les informations nécessaires pour notre analyse. Oui, il n'y a rien de plus frustrant que de savoir qu'une donnée importante existe et de ne pas réussir à la trouver parce qu'on n'est pas sur le bon document. Un état financier est tout simplement un document comptable donnant des informations chiffrées sur la situation de l'entreprise et notamment sur l'état de sa structure financière, la composition de son patrimoine, l'évaluation de ses performances et la mesure de sa rentabilité. En fait, c'est comme si l'entreprise elle-même nous disait si elle vaut la peine d'être achetée ou pas. D'ailleurs, l'obligation de rendre publiques certaines données est la principale contrainte imposée aux entreprises voulant entrer en bourse. Certaines la refusent, préférant continuer à travailler dans l'ombre sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Les états financiers se décomposent en 3 grands documents. Le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie. Chacun raconte l'histoire de l'entreprise, mais sous des angles différents. Le compte de résultat répond globalement à la question d'où vient l'argent. Il montre comment la situation de l'entreprise a évolué au cours de la période considérée. On part du plus gros volume d'argent, le chiffre d'affaires, pour aboutir via une succession de soldes intermédiaires à un chiffre plus modeste, voire négatif, le résultat net ou bénéfice net. À chaque fois, on fait la différence entre des produits et des charges. Si les produits sont plus élevés que les charges, c'est le but du jeu, le résultat est positif. Dans le cas contraire, il est négatif. C'est dans le compte de résultat que l'on va retrouver les différents indicateurs de résultats. Chiffre d'affaires, résultats opérationnels, résultats exceptionnels, bénéfices, etc. Mais également les charges et frais d'exploitation, c'est-à-dire toutes les dépenses dont l'entreprise a besoin pour fonctionner. Le compte de résultat permet également de calculer les différentes marges, en gros les rapports entre les gains et les dépenses, très important pour analyser la santé de l'activité de l'entreprise. Ensuite vient le bilan, qui, lui, est plutôt une photographie instantanée prise à la fin d'une période. Il répond aux questions « Qu'est-ce que possède l'entreprise ? Qu'est-ce que doit l'entreprise ?» Le bilan se compose donc de 2 colonnes. L'actif d'un côté, c'est-à-dire tout ce que possède l'entreprise, le passif de l'autre, c'est-à-dire comment l'entreprise finance son actif. Et bien évidemment, les 2 colonnes doivent être équilibrées car tout actif doit être financé. L'intérêt du bilan est précisément de montrer comment s'effectue ce financement, si l'entreprise est saine, si elle n'est pas trop endettée, etc. C'est dans le bilan que l'on cherchera les informations clés comme les montants de la trésorerie, des stocks, la valeur des immobilisations corporelles, terrains, bâtiments, équipements, etc. Mais aussi le montant des dettes à court et long terme. Dernier de nos états financiers, les flux de trésorerie vont nous indiquer ce que l'entreprise fait avec l'argent du compte de résultat. Donc, globalement, ces flux font l'état des mouvements d'entrée et de sortie de l'argent liquide lors d'une période de temps donné. Ils vont ainsi permettre de voir si la gestion interne de l'entreprise est qualitative ou pas. Le flux de trésorerie n'est pas toujours accessible car il n'est pas obligatoire sur le plan comptable. Dans tous les cas, c'est à travers lui que l'on pourra analyser le flux de trésorerie disponible, plus connu sous le nom de free cash flow, permettant de savoir si l'entreprise génère un excédent de cash, ce qui est une bonne chose, ou si elle brûle littéralement de l'argent. Ces 3 types d'états financiers se complètent bien évidemment pour dresser un tableau précis de la situation comptable de l'entreprise. Pour autant, se limiter aux seuls chiffres peut entraîner de graves erreurs. Mieux vaut donc compléter notre analyse avec les rapports financiers. Compte de résultats, bilan et flux de trésorerie se complètent afin d'obtenir notre vue d'ensemble sur l'entreprise. Pour autant, toute société, même la meilleure, n'est jamais à l'abri d'un résultat médiocre. Mais se contenter des chiffres peut vous amener à prendre une simple péripétie économique pour une dégradation plus sévère de la situation de l'entreprise. Ou l'inverse d'ailleurs, ce qui pourrait vous faire prendre de mauvaises décisions. D'où l'intérêt du rapport financier. Le rapport financier est une synthèse des documents comptables d'une structure. Il s'appuie bien évidemment sur le bilan,
le compte de résultat et les flux financiers. Son intérêt est double. D'une part, il présente les chiffres les plus importants des comptes sociaux ou des comptes consolidés. Petit aparté rapide, les comptes sociaux sont les comptes d'une société mère. Les comptes consolidés reprennent les comptes sociaux, mais y incluent les comptes des filiales. D'autre part, le rapport fait l'analyse de la situation financière au travers de ces résultats. L'intérêt est donc ici de contextualiser des éléments qui, pris de manière brute, pourraient fausser l'interprétation. Pour vous donner un exemple parlant, un découvert sur votre compte en banque est, pour votre banquier, un signe de mauvaise gestion de vos revenus. Alors que vous, connaissant la raison de ce découvert, vous savez s'il s'agit d'un simple incident ou d'une situation qui se dégrade. Exactement. Et pour l'entreprise, c'est pareil. Ainsi, les rapports financiers reflètent l'analyse par l'entreprise elle-même de sa propre situation. Je ne saurais donc que trop vous conseiller de les parcourir afin d'avoir une meilleure compréhension des résultats fournis par les documents comptables. Mais n'oubliez pas non plus de conserver un regard très critique sur ces derniers. Un regard très critique ? Mais pourquoi faire puisqu'il nous mâche le travail ? Eh bien, il faut garder en mémoire que le rapport financier reste un narratif. Un narratif qui est aussi là pour rassurer les actionnaires. D'autant plus que nous vivons dans un monde qui considère que l'erreur est forcément un échec. Alors il faut toujours édulcorer les choses. Et se retrouver à nier les évidences. Au fait, avant d'attaquer la dernière partie de notre épisode, vous aimez ce contenu ? Il vous aide ? Alors pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide à augmenter la portée organique de la vidéo. Merci. Les chiffres fournis par l'analyse quantitative peuvent s'estimer de 3 manières. Soit en les comparant aux chiffres de la même entreprise sur les années précédentes, soit en les comparant aux chiffres des concurrents ou d'un secteur, soit tel quel comme un véritable instrument de mesure. Et les ratios financiers se placent le plus souvent dans cette dernière catégorie. En comptabilité, un ratio est un coefficient ou un pourcentage généralement calculé entre deux éléments du bilan ou du compte de résultat. Les ratios servent à mesurer la rentabilité, la structure des coûts, la productivité, la solvabilité, la liquidité, l'équilibre financier, etc. Il en existe plus d'une centaine. Et si vous vous y connaissez un tant soit peu, vous pouvez même créer vos propres ratios. D'ailleurs, des financiers comme Peter Lynch sont devenus célèbres par les ratios qu'ils ont eux-mêmes créés. L'un des avantages des ratios est qu'ils peuvent permettre d'interpréter facilement la situation financière d'une entreprise, d'en apprécier l'évolution d'une année sur l'autre, ou de la comparer à des entreprises du même secteur, car la grille de lecture sur laquelle ils se basent est fixée en quelque sorte à l'avance. Par exemple, on considère qu'un taux de croissance du chiffre d'affaires supérieur à 10% classe l'entreprise que vous analysez dans les valeurs à croissance forte. Un taux inférieur la place dans les valeurs à croissance faible. Autre exemple, le PER ou Price Earning Ratio permet de déterminer si le cours d'une action est sous-évalué, surévalué ou à sa juste valeur. En fonction du résultat, vous saurez immédiatement où la situer. Mieux, les ratios financiers permettent de vérifier rapidement si la valeur qui vous intéresse possède ou pas les critères d'investissement que vous avez définis dans votre stratégie. Même si les ratios financiers facilitent l'analyse, ne vous limitez pas pour autant à ces derniers. L'étude en profondeur d'une entreprise est le seul garant de la sécurité de vos investissements. Mais, comme ils font néanmoins partie des outils indispensables à tout investisseur, nous nous attellerons dans les prochains épisodes de cette série à les décortiquer un à un et ainsi créer notre propre grille de lecture des titres boursiers. À suivre donc. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu de la sortie d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours vers l'indépendance financière, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.
par l'erreur et moins par la réussite? Oui, mais on confond souvent échec et erreur. Une erreur n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où l'on a fait une erreur. Échec et maths.